Bien, avec ce cycle de discussion, nous nous focalisons sur la question de la propriété individuelle en Europe et de son devenir. Alors j'ai déjà effleuré ce sujet majeur lors de notre discussion sur l'évolution de la mobilité motorisée en Europe, sur le véhicule de demain, en montrant comment l'institution tendait à promouvoir des services de mobilité en lieu et place de la voiture individuelle propriété d'un particulier, même si elle était électrique, entraînant du même coup la remise en question du fait même de posséder un véhicule, d'en être le propriétaire. Ce que je souhaite faire saisir à ce stade, c'est que l'exemple automobile, ce qui est en train de se produire avec cet objet éminemment symbolique de l'émancipation individuelle, n'est jamais que l'illustration d'un mouvement général de cassure, de dissociation entre le fait d'avoir et le fait d'utiliser. Cette remise en question de la propriété individuelle affecte en Europe l'ensemble des biens mobiliers comme immobiliers. Et bon, j'anticipe un peu, nous verrons que ce n'est pas tout, cela ne s'arrête pas là, puisque nous-mêmes, en tant que personnes, sommes pris dans ce sillage et ne nous appartenons plus complètement, mais je n'en dis pas plus, nous y consacrerons une discussion spécifique ultérieure. La description de ce mouvement général est précisément l'objet de la progression engagée dans le livre que vous connaissez tous et qui nous sert d'appui, l'individu dans l'Europe promise. Ce qui est en train de se dessiner par le biais des choix de l'institution européenne est le fruit de différents enjeux, du rapport de force entre plusieurs composantes. Il y a d'abord bien entendu la bannière, la façade morale et dogmatique de l'institution, toute parée des thématiques écologiques et environnementales, alors quant aux consommations excessives, aux diverses émissions, aux rejets, aux déchets, au gaspillage. Cette orientation générale correspond bien à la volonté de puissance qui s'exprime par l'Union en tant qu'énonciateur de vérité, cette structure qui prétend seule porter l'intérêt général à la fois par-dessus les États classiques, mais à partir d'eux, puisqu'ils sont des États membres. C'est l'originalité politico-juridique de l'Union, sur laquelle je ne reviens pas pour le moment, et je renvoie pour cela à mes précédents ouvrages. L'Europe est également le terrain de l'offensive des grands groupes industriels et commerciaux et des principales plateformes numériques, américaines pour l'essentiel, qui poussent à la roue pour engendrer une modification du schéma de la consommation. Toutes ces entités intéressées considèrent que l'acte d'achat est insuffisant, à la fois brutal mais trop bref, trop court. Il est trop lourd en amont, en phase préparatoire, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des objets physiques, qui incluent production, logistique, distribution, recyclage, etc. À leurs yeux, il faut parvenir autant que possible à se sortir du poids de la production physique et surtout à élargir la phase de contact entre clients et fournisseurs, à maintenir un lien pour étendre la transaction et la faire tendre vers une forme d'éternité. Il faut une sorte de compte ouvert auprès du consommateur et une relation en continu avec lui. L'anticipation des besoins avant leur émission, que leur satisfaction ne clôture pas la procédure, mais soit simplement une étape dans un commerce ininterrompu. Leur idéal est celui de la perfusion, dans le sens d'une transfusion infinie, depuis l'individu jusqu'à ces structures commerciales qui sont reines de l'abonnement et de la prestation en continu, et qui, pour le dire un peu crûment, se voient bien en pompe aspirante. Et cette ambition est rendue possible de manière relativement récente par le numérique et le smartphone. C'est une occurrence que la technologie n'autorisait pas de façon généralisée il n'y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans, et qui est devenue praticable et largement pratiquée. Aujourd'hui, l'équation une personne, un téléphone, un contact permanent, une connexion permanente avec des fournisseurs en temps réel, eh bien, c'est notre quotidien. Le chemin qui est en train d'être tracé prend également en compte la paupérisation des masses et la réalité d'une inflation structurelle qui ne peut plus être totalement dissimulée. Il faut donc trouver d'autres voies pour capter ce qui reste de ressources détenues par les particuliers en les aiguillant sur d'autres circuits que la modalité d'achat classique,
qui coûtent trop et dégagent des marges de plus en plus faibles, car les charges productives, énergétiques, humaines, foncières avec les boutiques physiques, etc., ces charges deviennent proportionnellement trop lourdes. Il ne faut pas croire que le boom actuel de la réutilisation, du reconditionnement ou autre n'est que le fruit d'une conscience écologique. C'est avant tout la recherche d'autres voies pour accroître les marges en contexte de paupérisation massive. C'est quelque part l'accaparement par les grandes enseignes du système D, du second choix, de la débrouille, du rafistolage et de la récupération qui sont présentés sous l'angle de la modernité. Rien ne saurait leur échapper jusqu'à l'ultime pièce jaune. Pourquoi le logement? Tout simplement parce qu'il s'agit du thème le plus monstrueux, le plus imposant, le plus onéreux. C'est pour beaucoup la dépense d'une vie. C'est le thème présentant pour les individus le plus d'enjeux, celui d'avoir un nid et de pouvoir éventuellement le transmettre, ce qui n'est pas sans incidence sur le modèle de société qui est promu. Alors les effets qui en découlent n'ont pourtant pas été encore complètement mesurés par la population. La question du logement en fait est essentielle, notamment au regard du thème ô combien sensible de la propriété, même si, il est vrai, celle-ci n'a pas le même degré d'acuité selon les différents États membres, ce qu'une vision franco-française a tendance à négliger. L'Europe germano-scandinave, par exemple, est celle où la part des propriétaires est la plus faible, moins de 45% en Allemagne, moins de 40% en Autriche, à l'inverse de l'Europe latine. Bon, je mets à part le cas particulier des anciens pays de l'Est, Roumanie en tête avec plus de 95% de propriétaires, où les forts scores sont l'héritage du délitement du système soviétique du début des années 90. Je vais essayer de montrer à partir des éléments développés dans le livre qu'on assiste en fait à une sorte de coup de pied dans la fourmilière donné par l'Union sur le thème du logement, à partir d'une question relevant a priori de l'environnement, qui est celle de la performance énergétique des bâtiments et de leurs émissions carbonées, mais qui est également motivée par des visées économiques et purement financières. En fait, l'objectif essentiel consiste à stimuler le marché et à changer la donne face à la baisse sensible et générale des transactions immobilières en Europe, qui est manifeste depuis 2008. Il s'agit de susciter, de provoquer un accroissement du rythme des transactions et au passage de faire changer de camp la détention des biens, je schématise en gros, du particulier vers des sociétés, des gestionnaires type syndic, agence, des financiers, des assureurs, etc. Donc depuis des personnes physiques vers des personnes morales qui sont, on le comprend, les interlocuteurs privilégiés de l'institution européenne. Tout un large panel d'investisseurs pour lequel l'immobilier résidentiel est considéré comme un investissement prometteur a besoin de cette alimentation forcée du marché. Pour mémoire, rappelons que les prix moyens des biens immobiliers ont plus que doublé entre 2010 et 2020 simplement, dans bon nombre de pays de l'Union. Je peux citer l'Estonie, la Hongrie, le Luxembourg, la Lettonie, l'Autriche. On n'en est pas loin en Allemagne et en Suède. Alors la progression paraît moindre en France, même si elle est forte, car elle avait déjà eu lieu sur la décennie précédente, entre 2000 et 2010. Quoi qu'il en soit, le constat est général. En à peine 20 ans, les prix de l'immobilier ont explosé et il faut d'urgence trouver des parades pour éviter que le système se grippe, faute d'acquéreurs, à trop avoir tiré sur la corde des prix. Oui, bien sûr. Nous sommes une fois encore dans le droit fil du pacte vert, avec des objectifs radicaux annoncés en termes environnementaux à l'horizon 2050, qui se traduisent par un guidage des ressources financières dans le sens promu par l'Union. Tout prend appui sur deux textes clés auxquels je ferai ponctuellement référence dans la discussion. 1. La communication qui s'intitule Une vague de rénovation pour l'Europe. La référence c'est COM 2020 662 finale du 14 octobre 2020. Et deuxièmement,
la nouvelle version de la terrifiante directive sur la performance énergétique des bâtiments, dite EPBD, référence 2024/1275 du 24 avril 2024, elle a quelques mois d'existence à peine. Alors tout cela concerne les bâtiments, mais je me focalise ici sur les bâtiments d'habitation, ce qu'on appelle le résidentiel. En résumé, l'Union à la fois édicte des règles qui devront s'appliquer aux constructions neuves et simultanément engage des rénovations générales de l'existant du parc ancien. Donc, pas moyen pour l'individu d'y échapper. D'une manière ou d'une autre, il s'agit de remettre sur le marché, de façon quasi forcée, tous les biens, ou dans tous les cas de diriger vers eux des volumes considérables de ressources, c'est-à-dire, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, une part substantielle des ressources des particuliers, qu'ils possèdent ou non, qu'ils envisagent d'acheter ou non. Tout cela sous la bannière de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est déjà annoncé dans la communication Une vague de rénovation pour l'Europe, dont je crois utile de lire ici quelques phrases de la conclusion pour que nos auditeurs mesurent bien l'ampleur de l'orientation et sa portée. Alors je commence. Donc, le texte date de 2020 et il dit « Dans 10 ans, donc 2030, mais au jour d'aujourd'hui, c'est à peine plus de 5 ans, donc c'est vraiment demain. Dans 10 ans, les bâtiments en Europe seront remarquablement différents. Ces bâtiments seront les microcosmes d'une société plus résiliente, plus écologique et numérisée, retenez bien numérisée, ça revient souvent, qui fonctionnera en système circulaire, on y reviendra aussi, en réduisant partout les besoins en énergie, la production de déchets et les émissions, et en réutilisant ce qui est nécessaire. Leurs toits et leurs murs, à ces bâtiments, accroîtront la surface verte de nos villes et amélioreront le climat urbain et la biodiversité. Dans ces murs se trouveront des appareils intelligents et numérisés qui fourniront des données en temps réel indiquant comment, quand et où l'énergie est consommée. Recharger des véhicules électriques, qu'il s'agisse de vélos, de voitures ou de camionnettes, dans les immeubles résidentiels et de bureaux sera habituel, en complément des infrastructures de recharge accessibles au public. Le nombre d'Européens qui sont des prosommateurs, c'est-à-dire qui produisent de l'électricité à des fins d'autoconsommation, voire la revente au réseau, aura fortement augmenté. Les combustibles fossiles disparaîtront progressivement des systèmes de chauffage et de refroidissement. Des approches par quartier uniront les gens et les communautés. Tenez bien le terme de communauté, toujours intéressant. Les bâtiments seront plus sobres en énergie, plus vivables et plus sains pour tous. Les villes deviendront plus vertes et mieux reliées à la nature. De nouveaux emplois et profils professionnels apparaîtront. L'industrie de la construction européenne prospérera grâce aux possibilités offertes par un taux soutenu de rénovation. De nouveaux marchés de la construction verte et du financement vert par prêts et hypothèques se développeront. En travaillant ensemble à tous les niveaux, nous permettrons à la vague européenne de rénovation de déferler. Voilà, je finis la lecture. Il est essentiel de prendre la mesure de ce qui est écrit, de ces envolées lyriques, mais qui ont une traduction pratique et un sens programmatique, une visée que j'essaie ici de partager. Eh, malheureusement non. On souhaiterait que le lyrisme se cantonne au ciel éthéré et vaporeux, mais ce n'est pas le cas, ce dont atteste la récente version de la directive Performance énergétique des bâtiments, une directive clairement technique, plus connue des spécialistes sous le nom de directive EPBD, j'en ai déjà parlé, et qui a des dispositions très concrètes qui correspondent exactement à tous les thèmes évoqués dans l'extrait que je viens de lire. Parce que l'objectif, pour le moins osé, qui est inclus dans le pacte vert de 2019, qui est celui d'un parc immobilier européen entièrement décarboné à l'horizon 2050,
Eh bien cet objectif revêt en lui-même un engagement lourd de conséquences pour toutes les constructions, qu'elles soient résidentielles ou non. Je cite: tous les bâtiments neufs devraient être à émission nulle d'ici à 2030. Je précise, c'est pas 2030, c'est 2028 pour les bâtiments publics, hein, donc 2030 pour tous les bâtiments et 2028 déjà pour les bâtiments publics. Et les bâtiments existants, tenez-vous bien, devraient être transformés en bâtiments à émission nulle d'ici 2050. Ce qui suppose, accrochez-vous bien, je cite à nouveau, l'élimination progressive des bâtiments les moins efficaces. Ça, c'est ce qui figure au paragraphe 20 et 25 de la directive actuelle EPBD. C'est donc officiel. Une véritable épuration immobilière est engagée, et c'est ce que je détaille dans le livre. Il y a donc deux volets d'application. Le premier est essentiellement du ressort des professionnels du bâtiment, promoteurs, constructeurs, en raison des exigences nouvelles pour la construction neuve. Cela les concerne directement, au même titre que les normes anti-pollution se sont appliquées en premier lieu aux constructeurs automobiles. Cela les concerne avec toute une série de contraintes qui sont détaillées dans l'ouvrage, relatives alors à l'obligation d'installation de panneaux solaires sur les toitures, de systèmes de gestion intelligente et connectés de tous les fluides et éléments techniques des bâtiments, des accès pour les personnes handicapées, des obligations de recharge des véhicules, de stationnement pour les vélos, etc., etc. Il y a des pages entières savoureuses qui valent leur pesant d'or et illustrent cette obsession de l'institution à pouvoir disposer de suivi individualisé et connecté sur les consommations chauffage, eau chaude, clim, jusque dans les systèmes collectifs, allant si possible jusqu'au suivi et à la régulation pièce par pièce. Je n'en dis pas plus, c'est dans le livre. On retrouve au passage la notion de bidirectionnalité dont j'avais déjà parlé pour les recharges intelligentes des autos, ici encore avec l'idée que le bâtiment est alternativement consommateur et producteur d'énergie, et avec l'objectif qui est un couperet d'un solde positif à l'horizon 2050. Les bâtiments devront alors produire plus d'énergie qu'ils n'en consommeront. Alors, tous ces nouveaux standards promus pour le bien de la planète et censés permettre des baisses de charges pour les particuliers auront forcément avant tout un impact sur les coûts de production et donc sur les prix de sortie des logements neufs. Et un impact à la hausse, comme vous vous en doutez, que ce soit à l'achat ou à la location. Au-delà de cela, cette performance globale à atteindre, cette intelligence à tous les étages, appelle les bonnes œuvres d'opérateurs gestionnaires de systèmes, donc d'intermédiaires supplémentaires à rémunérer. Il s'agit en outre, comme le dit innocemment le texte, d'adapter le fonctionnement du bâtiment, je cite, aux besoins des occupants et du réseau. C'est le paragraphe 56 de la directive PBD. Donc adapter le fonctionnement du bâtiment aux besoins des occupants et du réseau, ça signifie un arbitrage constant, mais aussi plus préoccupant, un ordre de priorité à bien définir. Qui passe devant, les besoins des occupants ou ceux du réseau? Alors ça c'est pour le neuf, mais il y a dans la directive le pendant pour l'ancien avec la question de la rénovation. À cette fin, la version initiale du texte, établie entre 2021 et 2023, était particulièrement rude, prévoyant déjà un certificat de performance énergétique, CPE, obligatoire pour tous les logements, en vente ou non. Alors, un certificat à l'échelle du logement, fondé sur la consommation annuelle totale, avec les besoins annuels détaillés pour chauffage, refroidissement, ventilation, eau chaude et éclairage intégré. Alors tout autant pour les bailleurs que pour les propriétaires occupants. Et avec des exigences minimales à satisfaire, suivant un calendrier plutôt serré, pour espérer être au rendez-vous de 2050. Alors mesurez, tout le parc résidentiel existant devant correspondre dès janvier 2030 à minima aux exigences de la classe E, donc exit toutes les catégories F et G, ce qu'on appelle couramment les passoires énergétiques. Ça, c'était pour 2030. Et dès 2033, on ne s'arrête pas en si bon chemin, dès 2033, tous les parcs résidentiels existants devaient correspondre aux critères de la catégorie D.
les délais étant encore plus serrés, hein, comme je le disais, pour les bâtiments publics, respectivement 2027-2030 au lieu de 2030-2033. De quoi engendrer une ébullition dans les chaumières si le grand public avait été largement informé de cette épuration immobilière imminente. C'est le terme que j'emploie dans le livre. La version qui vient finalement d'être adoptée au printemps 2024 de cette directive paraît peut-être plus consensuelle et modérée, sans doute pour éviter tout soubresaut en contexte électoral. Elle se contente d'exiger une performance moyenne du stock résidentiel pour chaque État membre et la réalisation d'un plan national de rénovation qui devra indiquer la trajectoire envisagée par chaque État pour satisfaire en 2030, 2040 et 2050 aux objectifs communs. Mais cela ne veut pas dire que l'épuration dont je parlais est oubliée, bien au contraire. Seulement, en termes politiques, cette tâche ingrate est transférée aux États dans leur dimension la plus servile, lesquels d'ailleurs sont coutumiers de l'excès de zèle pour se faire bien voir du maître. L'État français en donne malheureusement déjà l'exemple avec les dispositions issues de la loi Climat et Résilience de 2021 et de la toute récente loi DPE 2025, donc Diagnostic de performance énergétique 2025, qui ont introduit l'interdiction de mise en location des logements qui sont en catégorie G et l'obligation de travaux de rénovation pour les biens qui sont classés jusqu'à la catégorie E. Donc on y est quelque part déjà. Mais de toute manière, la Commission a prévu en 2028 une révision de sa directive EPBD, incluant le fait de voir, je cite, s'il convient d'introduire des mesures supplémentaires telles que des normes minimales de performance énergétique contraignantes. C'est le paragraphe 28 de la directive EPBD actuelle. Elle s'est donc donné les moyens d'inscrire à nouveau les obligations de rénovation dont la version 2023 du texte a finalement déjà livré la consistance. Ce qui fait que mon livre est simplement en avance et donne le détail de ce qui nous attend. Fondamentalement, le parc résidentiel devra être épuré et les étiquettes colorées de performance énergétique, entre les lettres A et G, seront le juge de paix entre ce qui est voué à demeurer et ce qui doit disparaître. Pour bien donner toute la démesure de la chose, cela signifie qu'au vu des catégories du certificat de performance énergétique, du CPE, en fait, près de la moitié des logements de la région Île-de-France seront frappés. Près de la moitié des logements de la région Île-de-France ne rentrent pas dans les critères qui sont prévus. Une paille. Ce n'est donc plus à une vague de rénovation qu'il faut s'attendre, mais à un véritable tsunami, et sans doute plutôt à d'avantageuses démolitions-reconstructions portées par de grands opérateurs de la promotion et du BTP, dans le contexte, également orchestré par l'Union et devancé par les États les plus serviles dont nous sommes, dans le contexte d'un arrêt de l'artificialisation des sols. En fait, le diagnostic de performance énergétique et le zéro artificialisation nette, ce qu'on appelle le délirant ZAN français de la loi de 2021, vont main dans la main dans l'Europe verte. Il faut investir ou détruire pour reconstruire et densifier. Voilà la maxime. Que va-t-il se passer? De manière très prosaïque, il faut croire que nous ne manquerons pas de grues, de camions-bennes et surtout de bruit dans nos rues pour les années à venir. D'autant que l'Union voit les choses en grand. Il est tout à fait symptomatique que la directive EPBD parle à propos de la rénovation, je cite, d'approche intégrée au niveau d'îlots ou de quartier, de rénovation de type industriel ou en série, en vue d'accroître le rapport coût-efficacité des rénovations. Tous ces extraits proviennent du paragraphe 48 de l'actuelle directive. Est-il besoin d'insister sur la nature et les visées du programme? Tout est tourné et calé en faveur des grands opérateurs et des grands aménageurs, bien plus qu'à l'échelle du modeste particulier détenteur de son unique logis. Il s'agit d'œuvrer sur des ribambelles de clapiers nouvelle vague, dont les illustrations ne manquent pas.
Rien d'étonnant, au retour en grâce du mouvement architectural du Bauhaus, qui a été ressuscité par la Commission européenne en NBE, Nouveau Bauhaus européen, auquel j'ai consacré un chapitre dans le livre. C'est en fait le retour en force de la vue fonctionnaliste du logement, comme jadis avec les cubes de ciment et les horribles meurtrières qui étaient jugés parfaits pour le logement ouvrier. Alors au programme pour aujourd'hui, puisque la référence allemande est de mise, eh bien ce sera Clapier dans Blockhaus. Le miroir aux alouettes du pavillon autonome à énergie positive. Vous vous souvenez, celui qui était avec l'idéal d'autarcie dans son écrin de verdure. Eh bien, ce miroir aux alouettes commence à se fêler, il faut bien le reconnaître. Il devient évident que le modèle s'avère non généralisable et parfaitement inaccessible, tout au moins à la masse. C'est ce qu'il faut comprendre. Car l'habitat pavillonnaire de type lotissement, la maison individuelle de la classe moyenne, est aujourd'hui le comble de l'abomination du point de vue environnemental et doit donc être revu, sinon proscrit. Alors, sans doute souffrira-t-on quelques exceptions pour l'élite. Cette grande échelle des programmes et projets et l'idée de standardisation répondent bien sûr aussi à une visée purement financière, en fixant sur le territoire européen, en ancrant en zone euro le potentiel d'investissement qui reste pour des pays qui sont, il faut bien le reconnaître, devenus majoritairement désindustrialisés. Je rappelle quand même l'exemple de la France où les seules transactions immobilières peuvent représenter plus de 20% du PIB, du produit intérieur brut, au lieu des 5% d'avant, à l'époque où la valeur intérieure sortait en priorité des usines et des fabriques. 20%, près du quart du produit intérieur résultant d'un simple changement de main. C'est quand même assez éloquent. Alors, certains en profiteront sans doute pour proclamer que les chantiers du BTP sont notre seule voie de réindustrialisation. Ce sera aussi, on le comprend, une parfaite caution pour qui prétendrait plaider encore en faveur d'une immigration de masse. Ce sera enfin l'occasion d'impliquer plus les banques dans ces financements devenus verts au titre de la performance énergétique. Alors par là, entendez en fait orienter l'épargne des particuliers, mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir ultérieurement. Au passage, petit détail pour les phases de rénovation, on ignore ce que deviendront les occupants, y compris propriétaires, notamment ceux des petits collectifs, pendant la durée des travaux. Alors il y a eu des réfugiés climatiques, y aura-t-il les réfugiés de la rénovation énergétique? Ça, l'avenir le dira. Tout cela débouche sur une mise en coupe réglée du parc de logement. En définitive, l'individu se trouvera fixé et rendu captif, et en perpétuelle réacquisition de son bien, sans plus de différence entre le propriétaire occupant et un locataire, chacun s'acquittant d'une forme de loyer, seul changeant l'encaisseur. Les petits propriétaires seront transformés en éternels locataires par le biais, en plus des impôts locaux, de la multiplication des contrôles techniques, des abonnements, des prestations de gestionnaires, d'assureurs pour des nouveaux risques, des risques climatiques, sanitaires, célestes pourquoi pas, avec des charges de copropriété accrues en raison de ces nouveaux équipements électroniques qui supposent, eux, maintenance, mise à jour, lutte contre le piratage et sont tout simplement vulnérables, sujets à divers dysfonctionnements. Bref, tout ce que les syndics ne caressaient même pas dans leurs rêves les plus fous. Ils n'osaient même pas en rêver, et bien l'union le fait. Se révèle plus fondamentalement l'issue d'une compétition entre deux modèles culturels, deux modèles de société et d'aspiration individuelle. Le clivage entre la conception d'une société assise sur la cellule familiale, dont l'ancrage est la création d'un patrimoine à transmettre, et, d'un autre côté, des sociétés plus tournées vers l'individu, où l'ancrage réside dans le travail, qui est le seul à même de garantir la stabilité par l'arrivée régulière des ressources qui permettent de s'acquitter de son dû pour se loger et pour vivre le temps où on est sur cette terre. Le premier modèle semble vivre ces derniers jours et le second s'installe sans susciter pour l'heure de réaction populaire particulière. Car il est tout à fait possible
que les orientations européennes prises en la matière et qui attaquent de front le principe de la petite propriété ne heurtent pas particulièrement dans des pays comme l'Allemagne. Attention, tant qu'il reste possible aux populations de faire face au poids des loyers. Donc ça ne heurte pas tant que le circuit du travail permet de faire face au poids des loyers. Il est également possible que cela ne heurte pas plus dans certains pays scandinaves. Attention, tant que la forte prise en charge sociale, qui se traduit par une large fourniture de logements par les pouvoirs publics, tant que cette forte prise en charge demeure praticable. Donc pas de tension tant que le système actuel peut perdurer dans ces pays. Alors il est vrai, les us et coutumes des grandes métropoles, qui sont assis sur des logements de plus en plus petits, dans des quartiers de plus en plus denses, l'idéal de la ville à pied ou du quartier, qui sont promus par l'institution européenne, joueront également en faveur de l'expansion de ce modèle. En fait, une page est en train de se tourner, il faut bien le comprendre, et l'Union en hâte le défilement. La question qui demeure est la suivante. Est-ce dans l'espoir de réamorcer en urgence un circuit économique productif à ancrage européen, localisé, ou est-ce dans une pure fuite en avant, dans une forme d'ultime pillage financier orchestré? C'est indéniablement un pari risqué, car les masses ne manqueront pas de sortir de leur léthargie et de leur apathie si le circuit économique, si le système vient à flancher et à se gripper. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut pouvoir digérer séance par séance. Nous verrons la fois prochaine que l'institution européenne ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, ce n'est pas fini. Alors, dans l'immédiat, profitez bien de votre logis, tant que vous en avez la jouissance, portez-vous bien, et vous le savez, c'est notre recommandation coutumière sur Europhilo. Avant de vous dire à bientôt, je vous dis, soyez vigilants.